Pas beaucoup. C'est une bonne lecture. Ouais, ça vient de sortir en fait. Ça vient de sortir. Je trouvais la couverture attirante. Tu trouves pas? La couverture attirante. Ouais, je crois qu'elle est bien. La couverture, elle est bien. On la verra en librairie. On la voit. Qu'est-ce qui vous a réunis? Ah, c'est toi qui as commencé, alors du coup c'est toi qui réponds. On nous a réunis pour travailler ensemble. Ouais, pourquoi? L'envie de bosser ensemble, l'amitié, le fait qu'il avait une bonne idée qui m'a plu. C'est la principale raison, je pense. Ouais. L'envie de bosser ensemble, moi j'avais très envie de bosser avec lui, je crois qu'il avait aussi envie de bosser avec moi. Je crois que c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Il y avait, on peut rajouter quand même, pour moi Fournier était le premier auteur breton, etc. Donc évidemment, quand j'avais lu Gamin, c'était quelque chose. Après on s'est rencontrés, pour une fois devenu jeune auteur. Jean-Claude avait écrit l'édito de notre numéro 1 de notre fanzine en 1998, donc il avait été là aussi à la première étape amateur en bande dessinée. Donc oui, quand il avait évoqué le fait de travailler ensemble, évidemment, c'était chouette pour moi. Mais surtout, j'avais vraiment envie de le ramener en Bretagne, puisque depuis l'Ankou, justement, il n'avait pas fait d'album en Bretagne. Et pour moi, c'était tellement attaché à la personnalité de Fournier. Et comme j'aime bien faire des histoires qui se situent en Bretagne, j'avais vraiment envie de le ramener là, et puis de voir ce qu'on pourrait donner de bande dessinée historique, avec son dessin proche de Spirou, franco-belge, etc., mais qui serait une histoire comme dramatique, parfois dure. Donc j'avais envie de mélanger un peu nos deux univers. Ensuite, Est-ce que tu n'avais jamais dessiné d'album de guerre encore? Non, je ne suis pas très attiré par la violence d'une façon générale. Mais en même temps, je me disais, ce serait bien un jour que je me lance là-dedans. Comme le jour où j'ai décidé de passer du dessin caricature au dessin semi-réaliste. C'est des défis que je me lance de temps en temps. Donc, quand il m'a proposé cette histoire de guerre, j'ai dit oui, après tout, les scènes de guerre, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, j'ai fait ça avec plaisir. Il faut bien aimer savoir faire des choses qu'on n'aime pas faire. Tu vois, Franquin, qui était un anti-guerre total, un anti-militariste total et un anti-violence totale, avait un art particulier pour dessiner les avions de chasse, les chars d'assaut, les armes en général, très très doué, alors qu'il avait horreur de ça. Donc je crois que c'est agréable quelquefois de se lancer des défis, c'est dire ça, j'aime pas ça, mais je vais le dessiner, voilà. Je pense qu'il y a un peu ça aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a peu de guerre, il y a surtout beaucoup d'histoires d'amitié, de destin personnel. Ça, c'est plutôt ta patte à toi, ça, c'est le... Oui, j'aime bien toujours évoquer le contexte, en fait, en partant de tous les creux, de tous les blancs, sur une histoire militaire. Ce qui va être bien documenté, c'est les batailles en général, évidemment, certains faits héroïques ou des choses comme ça, mais pas tout le petit quotidien, qui est quand même une marque de l'historiographie récente. On travaille beaucoup plus aujourd'hui sur le témoignage du clampin de base, à l'arrière aussi, des femmes, des parents, des enfants, d'une société en guerre en général. Et c'est vrai que cette histoire plus près de toi, elle nous permet surtout, au-delà de la mise en contexte au départ, où on montre la campagne de 40 et la défaite surtout, de nous faire vivre un petit village sous l'occupation et tout le quotidien de ses habitants, en plus au fin fond de la Bretagne, et qui est confronté, ces habitants sont confrontés à l'arrivée de soldats qui n'ont pas l'habitude de côtoyer, qui sont ces prisonniers africains de l'armée française. C'est une histoire vraie ou pas? Il y a eu des bases de... Alors le contexte, oui, est complètement réel. Les Allemands ont refusé d'accueillir tous les prisonniers indigènes, de les appeler comme ça, de l'armée française sur leur sol, donc ils ont été rapatriés en France. La Bretagne est une des régions qui en a accueilli le plus, entre 8 et 12 000 selon les sources. Il y avait 2 grands camps à Rennes, un autre à Quimper, et ensuite ils étaient dispatchés dans des camps secondaires, puis dans des commandos, petits commandos dans les fermes. Donc ça c'est contexte réel. Après les personnages sont totalement imaginaires, mais ils sont au croisement d'un certain nombre de destins, de personnages, de notre imaginaire aussi. Il y a un côté retour de Martin Guerre, par exemple, dans le récit, qui est là une des histoires qui m'a le plus fasciné. On transpose du Moyen-Âge à la Seconde Guerre mondiale. Et puis ça va évoquer plus largement des choses qui ne sont pas sourcées du tout, le fait que notre personnage soit un prêtre. Ça vient d'autres désirs de parler de la rencontre entre la foi très profonde, et l'amour, comment ces deux-là peuvent se concilier ou pas, etc. Alors ça j'aurais pu le placer dans n'importe quel autre contexte, mais je l'ai mis dans ce contexte de cette histoire-là. mais c'est encore plus fort de le mettre dans ce contexte-là, j'allais dire.
J'espère, j'espère. Pour le coup, je l'ai rencontré en écrivant Notre mère la guerre, le film, en résidence dans la Somme à ce moment-là, et où je logeais chez un couple de vieux paysans, qui avaient fait la guerre d'Algérie. Donc nos discussions sont parties de la guerre d'Algérie au départ, et où il m'a raconté l'histoire d'un prêtre défroqué comme ça, tombé amoureux lui d'une Chilienne. C'est quand même deux étrangers l'un pour l'autre, et qui a fini par assumer en partant du jour au lendemain. Et donc on a beaucoup discuté, parce que ça avait fait jaser dans le village évidemment, mais de ce qu'avait dû vivre ce prêtre, le conflit intérieur terrible qui a dû l'animer pendant 3 ans, parce qu'il a vécu pendant 3 ans avant d'avouer officiellement la Chilienne avait un jeune orphelin, il l'avait ramené sous son aile pour l'aider. Bon, le jeune orphelin, je pense qu'il n'était pas si orphelin que ça. Et c'est là où ça a débloqué l'histoire, où je me suis dit, mais si je fais de ce tirailleur sénégalais un prêtre ou un presque prêtre, je rajoute une double transgression à l'histoire d'amour. Et ça me permettait aussi d'avoir un personnage lettré, parce que c'était un peu le souci. Évidemment, la majorité de ces soldats indigènes africains n'étaient pas des lettrés, n'étaient pas, comme d'ailleurs la plupart des troufions de l'armée française, mais eux encore moins, ne parlaient pas français, évidemment, comme un universitaire de la Sorbonne. Mais il y avait quand même aussi des Paul Senghor, par exemple, dans ces tirailleurs sénégalais. Donc j'avais envie d'avoir un personnage lettré et qui avait un regard sur le monde qui m'entourait. Donc j'en ai fait un prêtre, parce qu'un prêtre, j'ai pas suivi des études, un jeune séminariste. Ce qui est très touchant dans votre album, c'est qu'on a l'impression qu'on est plongé dans un monde idéal, qu'on est dans une petite bulle, alors qu'autour, c'est l'apocalypse totale. Mais que là, les Allemands, les Africains, au bout du compte, les Algériens, les Bretons, tout le monde vit vraiment en très bonne intelligence, quoi. Ça va pas durer. Ça va pas durer. Mais oui, il y avait le site de Saint-Jean-Claude qui fait ça quand même. Ouais, puis il y a un peu notre vision commune du monde aussi. On a déjà beaucoup parlé de tout ça. On a une vision assez optimiste de l'humanité. Et on a placé là, c'est vrai, un officier qui dirige le camp, qui est un jeune officier humaniste, qui cherche à ne pas surtout aggraver le cas de ses prisonniers et qui donc accepte beaucoup de choses, quoi. Et c'est vrai que ça a dû arriver, quoi. Les choses vont changer, comme dit Chris, les choses vont changer. Mais ça a dû arriver. Disons que moi, il y a des gens qui m'ont dit, non, c'est un peu le Club Med ton camp là. Non, il y a des gens qui m'ont dit ça en rigolant, mais ça signifiait qu'ils avaient bien saisi le fait que c'était quand même assez gentil, quoi. Parce que c'est vrai, il n'y a pas vraiment de violence dans le camp, sauf à la fin où ils tirent sur le mec. Mais autrement, il n'y a pas vraiment de violence dans ce camp. On n'a pas montré, il doit y en avoir, certainement. Mais on n'a pas montré, on a montré surtout le côté humain des choses, quoi. Et ça va faire naître un contraste avec le deuxième, parce que le deuxième, ça va être. J'espère qu'on va être capable de montrer des méchants. Et je crois, oui. Voilà. Non mais ça tranche avec tous les récits de guerre qu'on voit où maintenant on est dans la psychologie du méchant. Là je trouve que c'est du traumatisme de guerre. Moi je l'ai lu avec beaucoup de plaisir et une espèce de libération, c'est un bien grand mot, mais de respiration. Il y a deux choses en fait qui sont importantes, comme dit Jean-Claude, il y a le côté optimiste, mais ça permet aussi en termes de récit de faire croire, et y compris aux prisonniers d'ailleurs, que finalement bon allez c'est pas si terrible que ça, on va peut-être passer la guerre sans coup faire rire, et quand tout d'un coup la violence vient se ramener là-dedans, tout d'un coup on se rend compte que non, on n'est pas du tout dans un monde normal, et que la violence elle est là, elle rôde tout autour. Alors, effectivement il y a cette séquence que Jean-Claude évoque, où un prisonnier a mangé un chien policier des soldats allemands, parce qu'ils n'ont quand même pas grand chose à bouffer, ce qui montre que quand même c'est pas si simple que ça, et ça part d'une anecdote réelle, et les Allemands le massacrent, pour dire clairement les choses, pour bien lui montrer qu'il faut moins qu'un chien de l'armée allemande. Et évidemment quand tout se passe correctement avant, tout d'un coup l'irruption de cette violence la rend encore plus dure en fait à vivre. Et puis il y a deux choses, c'est que j'avais surtout pas envie, on parle toujours des tirailleurs sénégalais en général, ou des Allemands, ou des Français, ou des choses comme ça. Et les tirailleurs sénégalais, c'est pas un troupeau de type qu'on a amené pour servir de chair à canon, comme on les présente souvent en 40, puis qu'on a parqué comme des bestiaux et comme prisonniers, puis qu'on a renvoyé à nouveau comme un troupeau en Afrique en 44-45. C'est des individus, et j'avais envie de remettre l'individualisme là-dedans, de remontrer des destins individuels qui sont multiples. Enfin, je veux dire, voilà, tout ce troupeau est composé évidemment de plein de destins individuels avec leur personnalité, leurs amours, leurs peines, leur caractère, etc. Donc, on avait envie de montrer ça. Et en réalité, quand on prend les êtres humains vraiment pour ce qu'ils sont, voilà, avant son uniforme, avant son origine, mais ce qu'il est là, au fond de lui, il y a peu de fréquences en réalité. Et on le voit très bien, il y a des études qui sont terribles sur les nazis,
s'appelle Des hommes ordinaires, par exemple, de Christopher Browning, où on voit bien, finalement pris individuellement, ces gens-là sont des bons pères de famille, sont des bons amants, mais pris dans la folie collective ou dans la discipline, dans tout ce qu'on voudra, deviennent des tortionnaires. Donc on a envie de montrer ça. On parle des individus et on va montrer effectivement dans le tome 2, malheureusement, leur situation, leur origine, leur place dans cette histoire ou dans la société, les amener à faire des choses ou à subir des choses beaucoup plus terribles que ce qu'on a montré dans le tome 1. Et sur le style de l'album, parce que moi j'ai une fille de 9 ans qui l'a vu hier, donc elle a vu la couverture, elle a commencé à le lire. Et donc elle m'a dit surtout tu me le ramènes ce soir parce que je voudrais continuer. Est-ce que c'est un album jeunesse? Parce que j'ai été assez étonné que... Pourquoi pas? Ouais. Il n'est pas classé comme ça, je pense pas, mais, non. Mais pourquoi pas un enfant de 9 ans qui lit, en tout cas, peut le prendre, sans problème. Je pense. C'est exactement ce qu'on a vécu depuis la sortie. Alors, ce n'est pas du tout imaginé comme ça. Au contraire, on avait l'idée d'amener le dessin de Jean-Claude dans un univers assez dur, assez dramatique, assez adulte, on va dire, tout en sachant que oui, ça pouvait du coup être lu par un peu tous les âges, mais enfin dans notre tête quand même, fin d'adolescence ou autre. Et aux premières dédicaces, on a vu arriver plein de gamins de 12, 13 ans, simplement intéressés par la Seconde Guerre mondiale d'un côté, comme moi je pouvais l'être très jeune aussi par exemple, mais attirés par le dessin de Jean-Claude, en tout cas pouvant rentrer dans cette histoire sans aucun problème, là où le dessin de Maël par exemple, un gamin de 10-12 ans forcément aura plus de mal à rentrer dedans. Et l'histoire n'est pas empreinte de violence, de sexe ou des choses comme ça en permanence, donc effectivement ça peut être lu à tous les âges, et du coup on a peut-être la chance d'avoir un album qui peut être lu par des enfants ou par des jeunes ados en tout cas, et sans aucun problème évidemment par des adultes qui sont comme notre public, le lectorat plutôt à la base, même si Jean-Claude a un lectorat aussi jeunesse évidemment, mais ses enfants ont grandi aussi, donc aujourd'hui il a vraiment un public de 7 à 77 ans. Moi j'ai un public de 17 à 77 ans. Et là tout d'un coup je touche des lecteurs plus jeunes. Donc ouais, ça c'est un effet inattendu, mais qui pour le coup me fait vraiment plaisir. Ouais, il y a quelque chose aussi c'est drôle qui s'est produit. C'est qu'au début, quand on discutait tous les deux de cette histoire-là, rien ne commençait, sinon le projet, quoi. Chris me disait, il faut absolument que tu dessines ça, comme tu dessinais une histoire de Spirou. Et moi, je ne voyais pas du tout ce style de dessin adapté à cette histoire. Et donc, j'ai démarré, parce que ça ne se voit pas ça, mais le lecteur qui regarde ça vraiment au détail va s'en apercevoir. Au début du bouquin, c'est assez réaliste, assez figuratif. Et peu à peu, ça va vers la caricature. Très lentement, très naturellement, je suis allé vers la caricature. Et pour le deuxième, je redémarre très sérieusement au dessin semi-réaliste. Là, je fais un choix pour le monde. Mais c'est vrai que naturellement, je glissais vers le dessin caricature. Je fais un dessin qui n'est pas totalement réaliste, hein, attention. Mais disons, les proportions, par exemple, des personnages sont plus près du dessin réaliste que ce que je fais en ce moment. Le début du deuxième tome. Et j'irai jusqu'à la fin comme ça, certainement. Mais c'est drôle quand même qu'au départ, Chris avait cette intention. Et il avait raison, parce que si je l'avais écouté dès le début, j'aurais fait l'album, peut-être pas tout à fait le style de Spirou, mais pas loin. Peut-être le style Spirou des années de La Mauvaise Tête, tout ça. Un Spirou, Fantasio assez réaliste en proportion. Mais bon, j'ai trouvé l'idée ne me correspondait pas, alors qu'il avait raison. Bref, enfin une synthèse de tout ça, hein, mais c'est très curieux. Enfin voilà, j'allais te poser cette question-là justement sur le style, parce qu'effectivement, on voit le style sur le seul album changer par moment, quoi. Ouais. Il y a une partie de tâtonnement et tout ça qui n'ira pas dans le deuxième. Le deuxième est beaucoup plus rigoureux. Mais je trouve que ça fait des surprises aussi. C'est-à-dire qu'on sur ce personnage, j'étais assez fasciné parce que je ne m'attendais pas à voir ce personnage dessiné comme ça, par exemple. Pardon ? Le nazi. Oui, c'est pas des... C'est des soldats allemands, quoi. Pas des nazis. Ils sont pas tous nazis, les pauvres. Bon, allez, le soldat allemand. Oui, alors que... Non, je trouvais que le style tranchait d'un seul coup par rapport au reste des personnages. Ah ouais. Et donc, je trouve qu'il y a des cases comme ça où tu t'arrêtes et tu es obligé de t'arrêter, quoi. Donc je sais pas si c'est volontaire, si c'est le hasard, ou si c'est moi qui les vois comme ça aussi. Non, mais ça prouve qu'il s'est passé quelque chose dans ma tête, quoi. Ça c'est clair. Mais je sais pas. Les dessins réalistes arrivent plus sur ce genre de scène. Mais c'est vrai que depuis le départ, moi j'avais envie de mélanger ça. Après Jean-Claude, c'est vrai que je le sentais pas du tout. Et puis il avait fait toute une évolution à travers les Chevaux du Vent qu'il a fait avec l'Axe.
Et donc quelque part, il pouvait avoir un sentiment de retour en arrière. Et il ne le sentait pas comme ça, donc je l'ai laissé travailler comme ça, en me disant, bon, si de toute façon, le dessinateur, c'est lui qui tient le crayon, s'il ne sent pas tel ou tel style graphique, il ne le fera pas contre nature. Mais au fond de moi, j'espérais bien que, oui, il revienne petit à petit vers quelque chose de plus caricatural, parce que j'aimais bien cette rencontre entre le dessin très grand public, très franco-belge, et un fond plus dramatique, plus adulte. Oui, comme ce petit personnage aussi. Oui, il est très tu sens qu'il peut se passer quelque chose. Pareil, il tranche dans le style de dessin de ce personnage est complètement différent de toutes les cases qui sont autour. Je l'ai senti en le faisant, mais je suis resté comme ça quand même. Non, mais ça, moi je trouve que c'est bien parce que en tant que lecteur, tu rentres dans l'histoire et en même temps, tu rentres dans le dessin par plein de portes. Ce que j'ai essayé là-dedans, c'est de sortir des clichés habituels, c'est-à-dire de faire tous les soldats allemands avec la même sale gueule. Voilà. Et ils n'ont pas tous, il y en a certains qui ont des gueules pas très sympas, mais en général, j'ai fait des types normaux, qui ont un casque sur la tête, qui ne sont pas forcément contents d'avoir sur la tête, mais qui sont là, mais il n'y a pas le choix. C'est un peu comme ça que j'ai senti les personnages, et j'ai voulu les rendre en tous les cas. Ben, carrément, ils le disent, parce qu'à un moment, quand ils prennent le café dans la ferme, ils disent carrément que c'est des Autrichiens, qu'ils ont pas du coup des nazis, quoi. Ils font la guerre parce qu'ils n'ont pas le choix. Et il y aura que 2 volumes ou plus? Non, 2. Il y aura 2 tomes. Il y a une vraie raison à cette césure. Pour les lecteurs qui ne l'ont pas lu, on ne va pas raconter ce qui se passe à la fin du tome 1. Mais il y a effectivement un coup de théâtre qui relance complètement l'histoire. En tout cas, on sent bien que ça va la compliquer. On s'y attend un peu. Voilà. Alors après, on a beaucoup évolué. Au départ, c'était prévu en one-shot, un gros volume d'environ 80 pages. Au fur et à mesure du développement de l'histoire, on s'est bien rendu compte qu'on ne rentrerait pas toute l'histoire en 80 pages. Et puis là, on est arrivé à un temps de réalisation extrêmement long. Et donc, il y a cet événement qu'on a imaginé également. Après, on devait plutôt aller jusqu'en 1944 au départ au tome 1 et se concentrer vraiment sur le retour des tirailleurs, la fin de la guerre et le retour des tirailleurs en Afrique dans le 2e tome. Et puis on a pris tellement de plaisir à faire vivre ce village et ses personnages qu'à la fin du tome 1, on n'en est encore qu'en 1942. Donc il peut se passer encore beaucoup de choses et on va rester principalement, en fait c'est ce qui nous plaît, de raconter cette histoire d'amour avant tout et cette rencontre entre population bretonne et ces tirailleurs sénégalais, leur entrée en résistance aussi pour certains d'entre eux, puisque une partie d'entre eux historiquement ont réussi à s'évader et rejoindre des maquis en Bretagne. Donc voilà, on va plus rester dans cette histoire-là. En tout cas, on sent que vous aimez beaucoup vos personnages, quoi. Ils sont bien traités. Oui, moi je les aime beaucoup. Ouais, ce sont des beaux personnages et alors, moi je prends un plaisir avec Ibrahim. On a toujours un personnage un peu chevalier Jedi qui l'a dit, qui a peu de défauts, etc. mais qui a quand même ses interrogations intérieures. Encore une fois, c'est un prêtre, presque prêtre, qui rencontre l'amour. Et Jeanne est aussi son amoureuse et l'infirmière. Ah, Ibrahim. Oui, j'ai dit Ibrahim. Oui. Non, pardon, alors Adi, excusez-moi. Et on a le couple de personnages secondaires, Ibrahim et Simone, qui eux pourraient avoir un peu tous les défauts du monde, des fois même un peu bébêtes ou des choses comme ça, mais avec lesquels on peut beaucoup jouer, beaucoup s'amuser, les faire dialoguer, leur faire plein de petites situations un peu, un peu rigolotes et qui amènent beaucoup de chair à tout ça. Dans Astérix et Obélix, le plus marrant c'est Obélix. C'est pas Astérix. Dans tous les couples comme ça, les personnages, il y a toujours un personnage comme ça qui amène. Dans la Guerre des Étoiles, c'est Yann Solo, que tout le monde adore, c'est pas le Skywalker. Donc c'est vrai qu'on les aime beaucoup pour ça, et qu'on a un plaisir à les faire vivre, mais aussi tous les personnages autour, le maire et le curé de village, on va s'amuser aussi avec, l'officier allemand qui effectivement n'était pas prévu comme ça, mais est devenu une sorte de l'officier du silence de la mer, que Jean-Claude et moi adorons, c'est un de nos grands romans. Petit à petit, on a eu envie d'un personnage d'officier allemand qui ne va pas rester, malheureusement, il va être remplacé par un autre, ça va être beaucoup plus dur, mais qui est un personnage, lui, relativement positif malgré tout. Ouais, c'est notre plaisir, j'en connais moi, que ce soit dessin ou scénario. De toute façon, je pense qu'on n'est pas très doué pour faire des vrais méchants, je pense. Là, pour le 2e tome, il va falloir y arriver. Ah, il fait des vrais méchants quand même, Chris. Ouais, mais c'est vrai que j'ai une attention. Pas quand tu es avec moi. Ouais, c'est ça. Non, moi j'écris beaucoup, voire à 95% en fonction du dessin. C'est vrai que je vois ce que Jean-Claude est capable de sublimer ou de magnifier ou de rendre vraiment bien. Maël a un dessin dur, effectivement, qui est très adapté à montrer des personnages qui en chient, qui prennent vraiment d'aller très au fond des personnages.
Jean-Claude est parfait pour montrer l'humanité et le petit rayon de lumière que quand même peu de personnes n'ont pas au fond d'eux. Alors ça donne envie d'aller le chercher à l'écriture. Voilà. Mais un livre, c'est quelque chose de très vivant, hein, entre nos intentions de départ et aujourd'hui, là où nous en sommes, ça a beaucoup évolué, beaucoup changé. Bon, ça dépend aussi de ce qu'on vit au quotidien, de plein de choses. Voilà, c'est une excuse pour dire qu'on est tout le temps en retard, mais c'est aussi quand même une façon de travailler. Ouais, mais justement, la façon de bosser qui par moment est assez inconfortable, mais par moment elle est vraiment bien, c'est le fait que Chris m'envoie ce scénario par petits paquets. Ça fait que moi je travaille sur ce petit paquet-là. Là, évidemment, c'est un peu difficile d'essayer d'imaginer ce que va être la suite, mais en même temps, je crée dans mon petit paquet que je vais réaliser, je crée des personnages qui ne sont pas forcément prévus, qui vont être dans les personnages secondaires ou les personnages principaux, mais auxquels je vais donner une certaine physionomie ou une certaine attitude qui, chez lui, va inspirer quelque chose, quoi. Donc de nouvelles idées peuvent naître du dessin en travaillant de cette façon-là. Donc c'est aussi une façon de bosser qui est enrichissante sur ce plan-là. Voilà. C'est clair ce que j'ai dit? C'est très clair.